Cheikh Anta Diop xeex na ba dee jot na nag mu am ñu ko dëggal. bi ñuy tàmbali suñu indépendance indépendance dafa am lu mu ëmboon maanaam lu dem ci askar yi àndandoo ak tubaab yi mu amoon ay accord secret nga xam ne ñoom dañ ko déyante seen biir suñu yoos yi nag ñoo xaw na wuute ak yeneen réew ñi mais ñun ñoo ci gënoon avancé accord yooyu doonoon jàppale tubaab yi pour aussi ñu gën a mën not région bi jàppale ñu aussi ñun ni ñuy tabax suñu armée mu di lu doy waar maanaam fu ñu nar a naawee géej gi nuñ koy utiliser surveillance territoire bi renseignement bi loolu yëpp xëy na comme début bi vraiment amuñoon benn askari bu xarañ mënoon nañ ne peut-être 10-15 années ñuy jàppalante mënoon na nekk pexe mais duñ dem ba ci diggu yoon fekk boobu indépendance yi vraiment commencé nañu am ay 20 ans 30 ans ñu seetlu ne loolu mi ngi am ba léegi dafa gën a dooleel sax tubaab bi ñoo nag loolu mooy néocolonialisme maanaam ñoon au début li ñu doon waaj mooy continuer du ñu not léegi nag dispositif militaire bi bloc de l'ouest ak bloc de l'est texli ko maanaam ci mur de Berlin nga xam ne boobu ñi leen doon xëbal maanaam Russie néew nañ doole ñoom nag au lieu ñu may ñu mën a nooy ñu gënaat ñu not ndax loolu moo nekk période bi nga xam ne nag ci la ñu commencé jàppale maanaam li ñuy wax djihadisme maanaam islam boo xam ne dañu bëgg a jàngal ñun nu ñuy am suñu islam bu bopp nekk islam bu rigoriste boo xam ne ci dëkku naar lañuy ñëw comme di soppali suñu réew yi di not suñu jigéen ñi ñoonu nag ñoo commencé dugg tubaab bi nag ñoo leen ngemb may leen doole donc lu doy waar la ndax d'un côté ñu ngi leen di ngemb may leen doole neneen ñoo xam ne da leen di xeex loolu nag mu nekk guuta bu doy waar boo xam ne moo fi indi ay xeex yu dul jeex tàmbali ci Soudan tàmbali ci Libye Algérie dugg nag Mali Burkina Faso ba tey jii fi mu nekk mi ngi yot di jege ci Sénégal jaaxal ñëpp loolu nag moo waraloon li ñuy wax Africom mu nekk benn force boo xam ne mi ngi làqatu Allemagne mais ndekete yow moom moo wër continent bi yëpp di ko surveiller ak naka la ñu mën a noter suñu réew loolu nag dafa di loo xam ne ñaari pexe la benn bi note bi économique maanaam fonds monétaire banque mondiale koppar yi koom-koom bi beneen bi mooy gànnaay ak di jëfandikoo naka la ñuy def suñu armée yi donc c'est un processus très complexe boo koy expliquer da ngay foog ne conspiration la waaye du conspiration ñoom dañ ko natt xool ko lan moo waral loolu dafa di loo xam ne yomb na expliquer en fait ñoom bi ñu gisee ne chinois yi ak indiens yi wala ñuy wax tey BRICS ñoo leen gën a mën jàppale ci mbirum coopération internationale ñu xaw ci jaaxle donc ñu ñëw fexe beneen pexe nag pexe bi mooy jaarale ko au niveau militaro-stratégique nga xam ne foofu ñun dañu néew doole ay réew yoo xam ne mu ñu sax defar puso amuñu gànnaay donc on est complètement dépendant tu vois donc ñoom ñoo ngemb terroriste yi pour mën a yàqal këpp suuf chinois yi ak ñeneen yi ensuite bugg dugaat suñu armée suufu leen téye leen ni ay xale pour que ñu mën a egsi ci ñoom li ñu doon waaj loolu nag ci diggu yoon mu wëlbatiku naka lay ba wëlbatiku foofu la mbir mi vraiment am njëriñ ñu ci bàyyi xel donc c'est un processus que nous avons montré à l'époque de la lutte contre l'Africom donc on parle de l'assassinat de Mouammar Kadhafi et l'éclatement l'implosion de la Jamaïa libyenne le coup d'arrêt donné au processus de l'Union africaine qui était un processus en vogue vraiment au niveau de la rationalisation des forces à caractère militaire mais aussi économique et donc l'instrumentalisation du chaos s'est faite avec les forces terroristes qui ont été instrumentalisées par des suppôts de Washington avec l'idée que l'OTAN pourrait continuer à se prévaloir des ressources et contrôler ces territoires qu'elle perdait économiquement puisque d'autres modes de coopération économique étaient beaucoup plus intéressants sous le modèle sud-sud. Ce qui n'enlève pas évidemment que ces pays-là eux-mêmes sont des pays subimpérialistes qui ont leur propre agenda, que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil ou même l'Afrique du Sud de chez nous, pensent d'abord à leur propre agenda, même s'ils ont une rhétorique sud-sud. Mais toujours est-il que c'est une coopération beaucoup plus intéressante qui ouvre des perspectives d'autonomie sud-sud. Et donc, l'impérialisme s'est retrouvé confronté, vous le voyez dans plusieurs crises, vous le voyez en République centrafricaine, lorsque les Sud-Africains viennent aider Bozizé, donc les Français sont évincés, les Français trouvent un moyen de revenir. Vous le voyez dans les crises
de la situation lorsqu'on renverse Blaise Compaoré. Nous avons fait une campagne pendant 25 ans pour neutraliser ce chef d'État. Et lorsqu'on arrive à le neutraliser, malheureusement, il est exfiltré par les forces françaises dans les précarés français qui subsistent, notamment en Côte d'Ivoire. Or, ce sont ces gens-là qui ont introduit, à partir des bases comme Aztec, les bases américaines, les possibilités d'avoir ces djihadistes dans notre sous-région sahélienne. Donc, vraiment, c'est quelque chose de compliqué qui montre que si nous ne nous ressaisissons pas, effectivement, ces géopolitiques du chaos, ce que d'autres appellent le Sahélistan, j'aime pas beaucoup ça, mais une analogie un peu avec l'idéologie des talibans, pourrait effectivement gangréner et freiner le processus d'édification panafricaine. Donc ça m'amène effectivement, comme le montre ce plaidoyer contre l'Africom, de cette base militaire qui violait la constitution allemande et qui permettait aux Américains et à la tête de l'OTAN de contrôler le continent africain. Nous avons eu à faire un travail pour essayer justement de non seulement montrer l'existence de cette base, mais aussi démontrer le réseau tentaculaire qui essaie d'infiltrer et freiner le processus de l'Union africaine. Ils sont allés jusqu'à rentrer dans le stand-by force de l'Union africaine pour pouvoir la contrôler. Donc, malheureusement, les avertissements qu'on a donnés ont été très peu entendus et la situation s'est aggravée. Donc nous avons des élites qui sont, elles, toutes formées pratiquement par le dispositif impérialiste, donc des élites militaires. Parmi ces élites militaires, il y en a qui se sont rebellées contre les mêmes maîtres qui les ont formés. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on est un peu à la croisée des chemins. L'impérialisme sénile est en train de perdre du poids. L'Europe elle-même est entrée en crise par un processus de fascisation qui était déjà mou, mais qui est actuellement de plus en plus décomplexé, sur des formes populistes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Vous avez le réveil de la Russie, qui est une Russie de droite, qui n'est pas la Russie de l'Union soviétique, qui nous a aidés avec les Cubains dans la lutte contre l'apartheid, qui nous a soutenus dans nos luttes de libération, que ce soit en Algérie ou dans les autres pays de la ligne de front. C'est une autre Russie, mais quand même, c'est la Russie, elle-même une Russie impériale que l'Europe a toujours voulu dépecer, depuis l'époque de la Slavonie. Le mot esclave vient de là, jusqu'aux Tatars, jusqu'à Napoléon, jusqu'à Hitler. Les Européens ont toujours voulu s'emparer de cet immense territoire qui a plusieurs fuseaux horaires et plusieurs richesses. Donc les Russes savent très bien que les Occidentaux, qui sont aussi comme eux, mais qui sont de l'Ouest, veulent avoir ce territoire. Mais ce qui s'est passé, c'est un coup de balancier avec l'avènement des BRICS, qui effectivement est, depuis 2010, par un simple jeu de mots de Jimmy O'Neill, qui décrivait ces pays émergents, qui d'ailleurs, paradoxalement, ont tous les 5 des monnaies qui commencent par R. Donc le rand, le roupie, le réal, voilà. Donc c'est vraiment une sorte de hasard qui permet effectivement que ces pays-là puissent se mettre ensemble. Et en se mettant ensemble, ils représentent une sorte de Sud global qui refuse l'hégémonie. Et ils viennent dérouter un peu les plans économiques, mais de plus en plus militaires, surtout qu'il y a le protocole de Shanghai. Donc derrière cela, c'est principalement l'émergence de la Chine, la puissance économique, mais aussi militaire de la Chine, que le dispositif essaie de contenir par des terrains, ce qu'on appelle des conflits de basse intensité, donc dans les zones périphériques. Et c'est pour ça que l'Afrique, la zone où il y a la plus grande concentration de richesses, et tout d'un coup, de nouveau, la zone du deuxième scramble. Donc, scramble, c'est le mot anglais qui utilise vraiment la ruée vers nos matières premières. Or, ça a été favorisé par la réfection des codes miniers que les Blaise Compaoré et les autres ont fait dans les périodes de libéralisation de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Et depuis cette période-là, vous avez des firmes multinationales dont on tire quelques redevances et qui permettent d'avoir entre 12 à 14% des ressources qui appartiennent à l'Afrique. Donc, la bataille, c'est une bataille sur la maîtrise de notre accumulation, accaparer de façon nationale nos propres ressources et être capable de les défendre. Et ça, c'est difficile. Donc si, par exemple, vous imaginez que les Africains, au-delà de l'Union africaine, décident de monter une armée continentale, par exemple, je donne un chiffre simple, en disant vous mettez 1000 soldats aguerris par pays et 5000 réservistes, donc immédiatement une immense armée capable de défendre la condition du continent dans une ère où
les forces de l'infanterie ne suffisent pas. Aujourd'hui, vous avez des guerres panoptiques, satellites, des drones, une aviation, des sous-marins, des missiles. C'est le moment d'interpeller les jeunesses africaines. Combien parmi elles sont prêtes à aller dans la ligne de front, se battre dans les pays où les extrêmes droites djihadistes progressent, combien sont prêts à aller défendre l'État-nation, l'idée de sécularité, l'idée du progrès face à ces forces rétrogrades. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez certains pays de l'AES utiliser ce stratagème pour même museler certains opposants, de les envoyer sur la ligne de front. Ce qui n'est pas le bon message au fond sur la construction d'une armée nationale, mais ça montre effectivement qu'il faudrait qu'on se sacrifie aussi pour pouvoir défendre l'idée continentale de défense de notre souveraineté. Ça passe par ça. En tout cas, nous nous réjouissons que des nouvelles forces découvrent les luttes que nous avons menées, que ce soit par antimilitarisme, contre l'impérialisme et contre la présence de ces forces. Les démonstrations ont été abondamment faites pour montrer que ce sont des impasses que de rester sous la dépendance et la tutelle de forces étrangères qui vous donnent ce que vous mangez, qui vous donnent comment vous défendre. Et donc c'est clair que, d'ailleurs, les annonces qui ont été faites récemment, par exemple, de l'USAID ou les démonstrations chauvines nationalistes de Trump, sont un moment d'éveil de nos sociétés, de se rendre compte que oui, nous devons compter sur nos propres forces, avoir un effort de dignité. Donc moi, je salue tout discours qui viendrait d'abord, au-delà de la rhétorique, de rompre les liens, ou en tout cas d'établir des liens différents que des liens de dépendance et de subordination avec des forces étrangères. Maintenant, ce n'est pas une logique de laisser une puissance pour aller en substituer une autre. C'est de se réaliser qu'effectivement, ce sont les Africains eux-mêmes qui doivent forger les éléments de leur autonomie collective, de leur souveraineté. Et ça, c'est effectivement très dur. Quelle est la portion du budget? Parce que nous sommes aussi des pacifiques. Donc, quelle est la portion du budget qui est dévolue à la construction militaire? Dans quelle mesure ces armées-là sont des armées de développement, donc vont contribuer à construire des infrastructures, à épauler? Dans quelle mesure est-ce qu'il y a un civisme dans la société pour donner un autre rôle à cette armée? Nous avons une perspective, évidemment, d'un État national populaire, donc nous avons peut-être une vision révolutionnaire de ce que devrait être une armée, mais une chose est sûre, c'est qu'on salue le rôle dévolu par certains de ces nouveaux régimes de changer la donne. Donc d'abord de reprendre les espaces qui avaient été confiés à ces forces étrangères, de remplacer ces expertises, car nous avons les talents et les expertises au niveau national, de budgétiser et effectivement de subventionner tous les efforts d'une armée nationale responsable en termes de matériel, de continuer une lutte pour la pacification et une position non belliqueuse avec les pays voisins, parce que la tendance c'est d'avoir des conflits infra-africains, ça ce serait une catastrophe, de refuser de rentrer dans le dispositif de la confrontation et de la zizanie imposée par l'impérialisme, notamment par les guerres de proxy. Vous les voyez actuellement dans le cas du Congo. On est à la 3e guerre interafricaine au Congo, et ça, ce serait vraiment désastreux. Donc vraiment, c'est dans cette dynamique-là que nous pensons à une Afrique différente. On peut regarder sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Dès que l'Afrique du Sud a renoncé au dispositif nucléaire, la question a été quelle va être la position de l'Afrique du Sud comme locomotive militaire du continent, avec le Nigeria, l'Égypte, dans une moindre mesure le Maroc et l'Algérie. Est-ce que ces gens-là ont un intérêt à la construction d'une force interafricaine pour la pacification et la défense de notre continent? C'est vers cette réflexion-là que nous pensons que le Sénégal doit s'inscrire, et non pas de regarder son dispositif dans des rangs isolés. Maintenant, ça peut paraître utopique. Mais comme je l'ai dit, c'est une question de volonté politique. Nous avons fait ces efforts-là dans la perspective que l'Afrique irait vers une voie fédérale et que nos micronations ne sont pas viables toutes seules. Et donc même quand vous faites vos efforts, si vous les faites dans des rangs isolés, vous êtes en fait affaibli. Voilà pourquoi on salue toute initiative de souveraineté nationale, comme je l'ai dit, qui n'est pas rhétorique, mais effective de la construction d'une défense collective patriotique. Maintenant, personne n'a le monopole du patriotisme. Nous, notre patriotisme, il est dans une perspective internationaliste et panafricaine. Et il faut que les autorités aillent dans ce sens-là. Mais aussi de regarder les expertises, comment on fait le Vietnam, comment on peut
par exemple, avoir des relations économiques et militaires avec le Vietnam. Donc c'est un autre pays qui a eu à lutter. Il y a d'autres expériences que le simple dispositif militaro-industriel dominant qui sont nos alliés. La question de la surveillance et du renseignement. Est-ce qu'il faut continuer à confier aux forces israéliennes cette supervision des systèmes de renseignement de nos pays, sous le prétexte que ce sont parmi les meilleurs systèmes, quand on sait aussi la nature d'Israël. Donc ce sont ces équations-là que nous devons réfléchir au niveau des affaires étrangères, avoir une véritable réflexion réflexion stratégique, hein, sur les voies et moyens de venir à ces fins-là. Et je ne sens pas encore cette intelligence tactique dans les régimes en Afrique actuellement. C'est malheureusement en vase clos, mais je sais que certains sont sensibles